Disney+ a décidé de diffuser les épisodes 2 et 3 ensemble, alors que le reste de la saison 1 sera toujours diffusé épisode par épisode. Une décision judicieuse. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Dans l'épisode 2, après avoir sauvé Matt hors champ dans le premier épisode, Poindexter est de retour en chair et en os. Il semble dans un état d'esprit étrange, agissant comme le double maléfique du diable de Hell's Kitchen, voire son ombre. La décision de Dex de chercher refuge à l'église Clinton et même de demander à voir Sœur Maggie est un tournant fascinant, surtout si l'on repense à la saison 3 de Daredevil où Dex se faisait passer pour Daredevil. Il ne semble vraiment pas vouloir faire de mal à Matt et à ses proches, du moins pour l'instant, puisqu'il s'en est pris aux agents de la VTF venus chercher Clark à l'hôpital. Ayant lui-même été à la place de Matt, souhaite-t-il désormais suivre ses traces d'une manière moins ouvertement monstrueuse? Wilson Bethel a toujours été excellent dans ce rôle, et c'est passionnant de le voir obtenir un rôle qui semble plus important cette fois-ci, après n'être apparu qu'au début et à la fin de la saison 1, son personnage ayant été ajouté lors de la refonte créative majeure de cette saison 1. L'épisode 2 parvient à rendre la VTF encore plus détestable et à faire écho de manière encore plus frappante à l'actualité. On découvre plus en détail leur mode opératoire dans la séquence où Soledad et Angela, la femme et la nièce du défunt Hector Ayala, se retrouvent prises dans une série d'événements qui dégénèrent à l'épicerie. Tout ce que fait cet agent de la VTF en surprenant des adolescents en train de voler de l'alcool n'a fait qu'empirer les choses, notamment le fait qu'il qualifie d'agression le geste de Soledad sur son bras et qu'il l'emmène de force, ce qui explique parfaitement la colère des habitants. Cela rend d'autant plus jouissif de voir Daredevil corriger violemment d'autres membres de la VTF plus tard, lorsqu'il tente d'arrêter Josie. J'aurais juste aimé que Angela soit un personnage plus développé afin de donner plus de poids à sa volonté de s'emparer de l'amulette de son oncle et de prendre l'identité de White Tiger, comme dans les comics. Le rêve de Vanessa où Poindexter la traque était un peu étrange et visuellement assez maladroit, surtout après l'introduction des visions de Muse par Heather. À moins d'une intervention extérieure, la simultanéité de ces deux événements paraît redondante. Ce rêve pousse Vanessa à suggérer à Fisk de quitter New York pour leur île privée, un revirement de situation pour le moins surprenant de son personnage. Depuis qu'on la connaît, son évolution a toujours été marquée par sa volonté de devenir la véritable égale de Fisk, sa reine incontestée, en quelque sorte. On le voit encore la saison dernière, lorsqu'elle était contrariée que Wilson lui suggère d'abandonner leur activité criminelle pour préserver son image de mère, et fière de ce qu'elle avait accompli pendant son absence, lorsqu'elle avait pris les rênes. La voir maintenant vouloir qu'il fuit paraît donc étrange. Que Bibi soit à l'origine des vidéos du maire Caïd n'est guère une surprise, étant donné qu'elle était le personnage le plus évident pour ce rôle, mais c'est acceptable puisqu'on nous l'a révélé très tôt dans la saison. J'ai apprécié sa conversation avec Daniel à propos de Fisk, où il est clair qu'elle aimerait lui faire comprendre pourquoi il devrait se retourner contre son patron, même s'il persiste à ne voir que son propre intérêt et à ignorer l'horreur qui se déroule autour de lui. Le fait que Fisk sache que Matt est Daredevil est un élément de l'intrigue à la fois amusant et délicat à gérer, car on pourrait s'attendre à ce qu'il finisse par le révéler. C'est pourquoi il était réjouissant que Buck aborde le sujet avec Fisk. Certains pourraient contester la logique de Fisk, arguant que révéler la vérité maintenant ne ferait que compliquer les choses avec le public, étant donné que Matt Murdock lui a sauvé la vie. Mais je trouve cette préoccupation tout à fait légitime, et comme Matt l'a dit lui-même, avec une admiration teintée de gravité, le fait que Fisk demande à la ville de retrouver le héros disparu est une manière diaboliquement astucieuse de rendre sa dissimulation beaucoup plus difficile. Quant à l'épisode 3, c'était le plus réussi des deux épisodes, il faut dire que la saison 2 nous offre de superbes scènes avec la matraque. On avait déjà l'impression que Daredevil utilisait cette arme plus que jamais dans les épisodes précédents, mais la séquence d'action finale du troisième épisode a particulièrement mis la matraque en valeur, de manière assez palpitante. Il y avait même un plan subjectif impressionnant à la Sam Raimi où la matraque volait dans les airs pour s'abattre sur le visage d'un crétin de la VTF. Pour de nombreuses raisons, cette séquence d'action était la meilleure de la saison 2 jusqu'à présent, car Matt a libéré tous les prisonniers du Caïd, y compris Jack Duquesne. On a non seulement eu droit à d'excellents combats de Daredevil, mais aussi à d'excellents moments de Duquesne, les deux faisant équipe pour un bon vieux combat à l'ancienne, Jack utilisant un bout de fer comme épée improvisée et démontrant une fois de plus son talent au corps à corps. Pour la première fois depuis le final de Hawkeye, il y a près de 5 ans, Tony Dalton semblait s'amuser autant que Jack. Comment témoigner son large sourire lorsque Daredevil tendit une arme à Jack. La fin du one-shot comportait également une chute très drôle, avec Daredevil criant « Bougez » aux prisonniers libérés.
Comme mentionné précédemment, cet épisode marque un tournant dans la saison 3, insufflant un nouvel élan et une intensité accrue. L'intrigue du pétrolier, à moitié coulé, commence à s'éterniser, et sa destruction finale est donc une excellente chose. Même si c'est un crève-cœur pour les victimes que Fisk a sacrifié sur le conseil de Monsieur Charles pour s'emparer de ses armes. Mais attendez une seconde, Heather Glenn serait-elle en train de faire comme Tommy Jarvis? Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Vendredi 13, le jeune Tommy a tué Jason dans le 4e film de la saga et on a ensuite eu droit à plusieurs indices laissant entendre qu'il allait potentiellement endosser l'identité de Jason pendant quelques films, notamment en apercevant Tommy avec un masque de hockey dans son tiroir. Tout cela rappelle étrangement la scène où Heather sort ce masque de muse de son bureau. Bien sûr, toutes ces allusions à Tommy en tant que Jason n'ont jamais abouti, puisqu'il n'est jamais devenu un véritable tueur psychopathe. Alors, voyons si Heather imite complètement Tommy ou si elle emprunte une voix plus sanglante. Cette évolution de Heather est très amusante, mais semble aussi assez aléatoire, comme si les scénaristes cherchaient encore quoi faire de ce personnage. Kirsten McDuffie, un autre personnage secondaire sous-exploité de la saison 1, est bien me servi pour le moment. Matt étant injoignable, Kirsten se retrouve à gérer seule l'aspect juridique de l'affaire, un élément généralement crucial dans les histoires de Daredevil, prenant les choses en main pour défendre Jack au tribunal. Nikki M. James et Tony Dalton ont formé un duo convaincant, élaborant sa défense et évoquant la gravité de la situation, Jack allant jusqu'à évoquer le règne de terreur. C'était à la fois drôle et un peu déconcertant d'entendre Matt se prendre pour Batman et utiliser une voix faussement grave pour parler à Kirsten afin qu'elle ne reconnaisse pas celle de Matt. Je me dis que, dans ce cas précis, il serait peut-être préférable de suivre la logique des comics et de faire preuve de suspension d'incrédulité et de le laisser parler plus normalement, mais chacun ses goûts. Bien qu'elle ait été mentionnée à plusieurs reprises, il était difficile de croire que la gouverneure n'intervienne pas directement face aux agissements de Fisk. Heureusement, ce problème a été résolu. Lily Taylor est un excellent choix pour incarner la gouverneure Marge McCaffrey. Elle parvient à convaincre le public et Fisk des raisons pour lesquelles elle avait laissé les choses se dérouler ainsi auparavant, notamment grâce à son soutien populaire, mais qu'elle ne lui accorderait plus ce luxe. Et puis qu'elle joie de retrouver Vincent D'Onofrio et Lily Taylor. Il y a bien sûr d'autres points à explorer. Pourquoi Matt et Karen se cachent-ils d'Angie Kim lorsqu'elle vient chez Josie, sachant qu'elle était présente à la première grande réunion de la résistance de Daredevil la saison dernière? Ne lui font-ils pas confiance concernant l'information selon laquelle Matt, dont, il faut le dire, elle ignore qui est Daredevil, est vivant? C'est une attitude étrange de leur part, étant donné qu'ils savent pertinemment qu'elle est anti-Fisk et qu'elle ne révélerait vraisemblablement rien. Puis, Cole est vivant. On le croyait bel et bien mort quand l'appartement de Matt a explosé avec lui à l'intérieur dans le final de la saison 1. Même en admettant qu'il ait survécu, j'ai du mal à croire qu'il soit déjà en pleine forme quelques mois plus tard, avec seulement quelques cicatrices sur le visage. Enfin bon, passons. C'était bien que Matt et Karen posent enfin la question que nous nous posons tous. Où diable est passé le Punisher? Surtout qu'on sait qu'il est parfaitement au courant des agissements de Fisk. Son prochain épisode spécial sur Disney+, devrait sans doute répondre à cette question. Le fait que Kirsten prenne note de tout ce qu'elle entendait alors qu'on l'emmenait, les yeux bandés dans la prison souterraine de Fisk, était un peu ridicule. Elle n'a pas les mêmes capacités d'observation que Matt, mais c'était quand même assez amusant car on se doutait bien que ça allait porter ses fruits, Matt suivant le chemin qu'elle lui avait tracé. Buck reste un peu trop froid, mais ses interactions avec Daniel, notamment la dégustation du hot dog dans une scène cocasse et la révélation de son passé dans les forces spéciales, ajoutent de la profondeur à son personnage. Il n'est pas surprenant que la dernière vidéo de Bibi dans le rôle du caïd maire ait omis toute image de Spider-Man lors de la présentation des différents justiciers new-yorkais. On a tout de même eu droit à une allusion à lui avec sa remarque sur la brigade d'intervention de quartier. Un autre aspect intéressant de la séquence d'action finale de l'épisode 3 était que Matt semblait utiliser toute l'étendue de ses capacités de perception radar, ce qui n'est pas toujours aussi évident dans d'autres scènes de combat, avec quelques clins d'œil visuels suggérant qu'il entendait et percevait des choses tout au long du combat, ce qui lui donnait un avantage crédible. Pendant leur clandestinité, Matt et Karen ont renoué leur lien. Après des années de haut et de bas, ils semblent enfin avoir trouvé un terrain d'entente, une relation où ils peuvent être honnêtes et ouverts l'un envers l'autre. Matt ne cache plus son identité de Daredevil et Karen met ses compétences considérables à profit pour l'aider dans ses missions de justicier. Toutefois, ces épisodes révèlent aussi que Karen et Matt sont en désaccord sur le sort de Fisk. Matt a appris à ses dépens qu'il ne peut plus franchir la ligne rouge du meurtre. De son côté, Karen a ôté la vie à plusieurs personnes dans des situations qui auraient pu justifier la légitime défense, mais qui l'ont aussi profondément marqué. De ces deux points de vue opposés, Karen est fermement convaincue que Matt devrait éliminer Fisk définitivement, tandis que Matt croit ardemment qu'il faut accorder la clémence même au caïd. À la fin de l'épisode 3, on voit également Karen abattre un agent de la VTF, ce qui confirme sa propension à recourir à des mesures extrêmes.
Dans un coup de maître du caïd, après que Matt et les autres ont quitté Redwood, Fisk ordonne de faire exploser l'épave du Northern Star dans les docks. Un acte d'autant plus odieux que les membres d'équipage se trouvaient encore à bord et leur mort est désormais inévitable. Fisk a probablement agi ainsi en partie pour se protéger des enquêtes concernant le contenu du navire, mais ce choix stratégique lui a permis de faire passer les justiciers pour les monstres sans cœur responsables du massacre des innocents et de semer le trouble à New York. Si Matt Murdock a remporté une victoire discrète mais précieuse en libérant plusieurs victimes de Fisk et de sa milice AVTF, cette riposte brutale et publique ne manquera pas de faire des ravages. Toutefois, Daredevil a enfin trouvé des alliés dans son combat et on espère qu'ils parviendront à contrer la menace grandissante et terrifiante de l'AVTF, désormais surpuissante. Cela étant dit, Matt Murdock doit faire des choix difficiles concernant la manière dont il compte gérer le maire Fisk. Il doit renouer avec Benjamin Poindexter et s'assurer qu'il ne nuise pas davantage à la cause des justiciers. De plus, il doit accomplir tout cela, et bien plus encore, tout en évitant d'être pris pour cible, lui ou ses proches, par la VTF. La suite de la saison 2 s'annonce palpitante, et les enjeux n'ont jamais été aussi importants alors que Matt Murdock et le maire Wilson Fisk se disputent le cœur et l'âme de New York. Mais aucun des deux ne peut y parvenir seul. Matt réussira-t-il à rassembler ses troupes à temps? Et cela suffira-t-il à repousser les policiers corrompus et terrifiants de la VTF? Je n'ai pas eu le temps de faire l'épisode 1, alors je me rattrape avec les épisodes 2 et 3. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces épisodes? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Qu'est-ce que tu aimerais voir par la suite? Fais-le moi savoir aussi. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.